Les premières vont s'occuper de l'information et vous ferez l'animation. D'accord. La position confortable des élèves. Bien, je te laisse. Oui. Faut-il présenter Madame Nogrette? Moi, je l'ai présentée au cours de mes cours, si je peux dire, comme effectivement éminente spécialiste du drame romantique. Et on t'a cité énormément de fois, donc vous, tous les élèves, vous savez qui est Madame. Voilà. Et Madame Nogrette est aussi un ancien professeur du lycée international, ce qui n'est pas le moindre de ses titres. Et j'ai grand plaisir à venir parler aujourd'hui. Je remercie Sylvie Dauvin de m'avoir invitée. Je suis très contente de venir vous parler de Lorenzaccio. Alors, je vais... en fait, il y a beaucoup de choses que je vais vous dire que vous avez déjà appris avec Madame Dauvin. Donc, peut-être que... je vais insister sur un certain nombre de points qui me tiennent à cœur et qui sont les points suivants. Donc, dans un premier temps, je vais resituer Lorenzaccio dans l'histoire du drame romantique et je vais revenir un petit peu sur la question de savoir si c'est un drame qui a été écrit pour la lecture ou pour la scène, qui est une question assez compliquée puisque la réponse c'est les deux. Et donc je vais vous proposer des points peut-être historiques un petit peu précis, resituer la manière d'écrire le drame historique de Musset dans la manière dont on écrivait le drame historique à son époque et dont on jouait aussi le drame historique à son époque. Donc ce sera une première partie vraiment consacrée à la vie théâtrale, à l'histoire du théâtre à cette époque-là. Et puis dans une deuxième partie, je vous parlerai de la question de l'histoire dans Lorenzaccio, sous un petit peu deux aspects. D'abord, pourquoi les romantiques s'intéressaient-ils tant à l'histoire et pourquoi, dans le théâtre qu'ils ont écrit, ont-ils donné une si grande importance à l'histoire des siècles passés et non pas seulement à l'histoire contemporaine. Qu'est-ce que ça veut dire parler du passé à une époque aussi troublée que celle des années 1830, aussi troublée politiquement que celle des années 1830. Et puis dans une troisième partie, je vous parlerai de l'histoire des mises en scène de Lorenzaccio. Alors, pour le bac, pour le programme qui est le vôtre, dans les attentes qui sont celles des correcteurs de votre dissertation, on ne vous demande pas de commenter des mises en scène, de connaître des mises en scène dans le détail, c'est pas le but, mais quand même connaître un petit peu l'histoire des grandes mises en scène de Lorenzaccio, ça vous permet non pas tant de juger ces mises en scène, d'autant que vous ne les avez pas vues, mais ça vous permet de voir ce que les metteurs en scène utilisent dans le texte de Musset, en bien ou en mal, parce qu'on peut critiquer parfois certaines mises en scène, on peut en louer d'autres, on peut ne pas être d'accord sur les interprétations. Donc mon but, ça ne va pas être de dire qu'il y a eu des bonnes mises en scène et des mauvaises mises en scène, mais de voir ce que dans toutes les mises en scène importantes en tout cas, est révélé du texte lui-même. Si bien que vous pouvez, dans une dissertation qui porte sur le texte, montrer des choses qui ont été révélées dans un sens ou dans un autre par les mises en scène dont je vais vous parler. Donc je commence par situer le théâtre de Musset et Lorenzaccio en particulier dans l'histoire du drame romantique. Lorenzaccio est souvent pris comme exemple typique quand on fait des dissertations générales sur le théâtre et il y a un sujet de dissertation générale sur le théâtre qui est très connu, qui est « Le théâtre est-il fait pour être joué ou pour être lu ?» Et souvent on dit et le théâtre est fait pour être joué, évidemment. C'est au départ un art du spectacle et les auteurs qui écrivent pour le théâtre, historiquement ils ont écrit pour une représentation. Les grands auteurs antiques écrivaient pour les représentations, pour les Dionysies. Shakespeare écrit pour sa troupe, il est avant tout fournisseur de dialogue pour sa troupe. Molière écrit pour sa troupe, pour être joué dans les 3 semaines ou un mois qui suivent. Marivaux écrit pour la troupe du théâtre italien.
Hugo écrit pour être joué à la Comédie Française. Et généralement on dit, mais il y a deux exceptions dans cette grande loi. Et ces deux exceptions, c'est Musset et Claudel. Alors on dit Musset parce qu'il a écrit un spectacle dans un fauteuil, et d'ailleurs il a intitulé 2 recueils successifs un spectacle dans un fauteuil, donc pour ne pas être joué, pour être uniquement lu. Et Claudel, parce qu'il a écrit ses premières pièces à la fin du XIXe siècle, et qu'il est resté une vingtaine d'années sans qu'elles soient jouées, et qu'il a même écrit des choses très négatives sur le théâtre de son temps. Donc voilà 2 contre-exemples. Alors, Lorenzaccio est utilisé encore plus que les autres pièces de Musset dans cette façon de voir les choses, puisque Lorenzaccio est la dernière pièce de Musset qui a été montée, qui a été mise à la scène, la plus difficile à mettre en scène, et elle n'a été créée qu'en 1896, comme vous savez, alors qu'elle a été écrite et publiée en 1834. Donc il s'est passé un temps considérable, un demi-siècle, avant qu'elle soit portée à la scène, et donc ça donne encore un argument supplémentaire pour dire qu'elle n'était pas faite pour être jouée. Si on regarde les choses de manière un peu précise historiquement, on s'aperçoit que c'est vrai, Lorenzaccio est vraiment une pièce très difficile à mettre en scène et qu'on ne pouvait pas mettre en scène en 1834, c'est tout à fait vrai, c'était inimaginable de jouer Lorenzaccio en 1834. Donc ça, c'est juste, quand il l'écrit pour être lu. Mais il l'écrit pour être lu, d'abord, à son époque, mais quand même dans la perspective d'une représentation possible. D'une représentation possible à l'avenir, parce que sa représentation aurait été possible dans le passé, du temps de Shakespeare. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'il écrit pour l'avenir, mais il écrit aussi avec un modèle, qui est le modèle du théâtre élisabétain. C'est-à-dire d'un théâtre où, si vous vous souvenez bien, il faudrait le feutre, je ne sais plus si... Non, tu l'as plus. Il était sur la table, je l'ai mis sur la table exprès. Il est sur la table, du coup, je l'ai fait tomber, peut-être. Enfin, dans le théâtre élisabétain, vous avez 3 lieux. Vous avez 3 lieux qui sont des lieux symboliques sur la scène. Vous avez une scène qui avance, qu'on appelle l'apron stage, traduit en français en faisant un faux sens par scène en éperon, alors que apron veut dire tablier, qui avance. Vous avez une scène qui est une sorte de petite cabane avec des rideaux qu'on peut tirer pour ouvrir ou fermer, à l'intérieur desquels on représente les scènes d'intérieur. Donc, apron stage où on joue les scènes d'extérieur, comme par exemple le duel entre les Capulet et Montaigu dans Roméo et Juliette. Scène d'intérieur, donc dans le recess, ou study, où on joue les scènes d'intérieur, par exemple le réveil de Roméo et Juliette à leur nuit de noces, quand ils écoutent l'oiseau pour savoir si c'est l'alouette ou le rossignol. Ça se passe à l'intérieur. Et puis, au-dessus de cette espèce de cabane, il y a un autre lieu, qui est le lointain, ce qu'on appelle le lointain, où on voit les apparitions, par exemple, des dieux dans le songe d'une nuit d'été, ou du spectre du père d'Hamlet, au début d'Hamlet, où on voit la forêt de Dunsinane qui avance avec ses quelques branches à la fin de Macbeth, qui est donc le lieu de l'apparition du surnaturel, des dieux ou du lointain. Vous avez donc dans la scène élisabéthaine 3 lieux qui sont des lieux symboliques qui permettent de représenter un espace très vaste. Ce n'est pas un lieu réaliste, vous voyez. Donc on passe d'un type de lieu à l'autre et il suffit d'un petit objet. Par exemple, pour représenter la nuit dans la nuit d'été, il suffit d'une petite lanterne et on est la nuit dans une forêt. C'est l'esthétique de la métonymie, c'est-à-dire un petit objet qui permet de représenter la scène tout entière. Donc ça avait déjà existé avant Musset, et quand Musset écrit Lorenzaccio, il reprend complètement cette esthétique-là,
qui fait qu'on peut passer d'une scène à l'autre, d'une rue, un chemin, à l'intérieur du palais du duc, l'intérieur de la maison de la mère de Lorenzo. On peut changer de lieu sans difficulté. Pourquoi? Parce que dans l'imaginaire de Musset, on a une scène plutôt élisabéthaine qu'une scène de l'époque. Or, les scènes de l'époque, elles étaient extrêmement architecturées. Il y avait des décors absolument splendides en perspective, avec des fausses colonnades en stuc, avec des meubles. Enfin, si vous voyez des images des mises en scène du 19e siècle, vous verrez que c'était somptueux, mais que ça supposait une unité de lieu. En tout cas, une unité de lieu par acte, comme on la trouve dans les drames de Hugo. Si pour comparer avec Lorenzaccio, vous lisez Hernani ou Ruy Blas, qui sont des drames historiques de la même époque, vous verrez que l'unité de lieu, elle est respectée par acte, ce qui permettait de changer de lieu entre chaque entracte. Les entractes duraient un quart d'heure, 20 minutes, et les scénographes avaient le temps de faire le changement de lieu entre chaque entracte. Alors, je voudrais donc, vous voyez, je commence déjà à relativiser un petit peu l'idée selon laquelle Musset aurait inventé un théâtre qui n'existait pas du tout et qui serait un théâtre du XXe siècle, parce qu'il est vrai que c'est surtout au XXe siècle qu'on a beaucoup pu jouer Lorenzaccio sur une scène vide, ou presque, avec juste quelques petits éléments de décor, mais pas des décors très architecturés. Donc vous voyez, le premier élément pour nuancer un petit peu l'idée que Musset n'écrit pas du tout pour la scène de son temps, mais pour la scène de l'avenir. Premier élément de petit bémol, si vous voulez, à cette idée-là, qui est juste, mais qui n'est pas complète, c'est que c'est pas seulement une scène de l'avenir, ça reprend aussi des éléments scénographiques qui avaient existé à l'époque élisabéthaine. Deuxième petit bémol à l'idée selon laquelle il écrit de manière très offensive contre ses contemporains en écrivant pour la lecture sur le thème. Il y a eu l'échec de la Nuit vénitienne en 1830, qui est la première pièce qu'il a cherché à faire jouer, cette fameuse année 1830, qui est l'année où le drame romantique fleurit sur les scènes, avec Hernani en février, et puis d'autres pièces de Dumas, de Vigny. Alors Musset, à son tour, le 1er décembre 1830, c'est facile à se souvenir, le 1er décembre c'est la Sainte Florence, donc c'est pas possible de nous souvenir de la date de la Nuit vénitienne. La pièce de Musset, au théâtre de l'Odéon, échoue. Elle ne plaît pas du tout, le lendemain plus personne vient la voir, donc elle est retirée de l'affiche. À l'époque, on pouvait très facilement retirer une pièce de l'affiche du jour au lendemain. Et Musset aurait dit, à ce moment-là, mais on n'a jamais trouvé la preuve, adieu la ménagerie, c'est-à-dire allez tous vous faire voir, et aurait traité son public de crétin. Alors souvent on dit, et c'est pas faux, et à ce moment-là, du coup, pour faire un pied de nez au spectateur, eh bien, il se met à écrire ses pièces, et c'est très provocateur d'écrire des pièces sans les faire jouer. Alors, sachez que, à l'époque, un quart de la production dramatique est publiée sans être jouée. Donc en fait, ça fait déjà depuis 20 ou 30 ans que les lecteurs ont l'habitude de lire du théâtre dans les journaux. Soit il s'agit de petites pièces qui sont publiées dans des revues. Alors les deux grandes revues de l'époque s'appellent la Revue des Deux Mondes. C'est justement dans la Revue des Deux Mondes que Musset fait paraître à l'époque la plupart de ses pièces, ou dans la Revue de Paris. Soit les pièces sont publiées en livres, quand elles sont un peu importantes, un peu grosses. Donc en fait, les lecteurs avaient l'habitude de lire du théâtre. Et il y avait un genre qui était particulièrement à la mode pour la lecture à l'époque, qui était le genre du proverbe. Musset a écrit beaucoup de proverbes, dont des pièces dont le titre est un proverbe, comme on ne badine pas avec l'amour, où il ne faut jurer de rien, où il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Et le fait de publier ces proverbes
d'abord dans la Revue des Deux Mondes, où il écrit assez souvent. C'est d'ailleurs en travaillant à la Revue des Deux Mondes qu'il rencontre George Sand